il faut au contraire, si vous voulez, relier ça à nos modes de production et de consommation. Ça devrait justement nous engager à basculer dans la redéfinition de ce mode de croissance et donc à profiter de ce moment finalement pour basculer dans un nouveau régime de croissance. Est-ce l'occasion d'une refondation? Alors, on a l'impression d'être un peu un tarte à la crème quand on évoque le monde d'après. Donc, ça a effectivement un air de déjà entendu, mais pourtant, ce serait effectivement bien qu'on profite de cette occasion-là pour refonder notre modèle de croissance, d'autant que vous voyez, quand je vous dis que ce n'est pas un choc totalement exogène, eh bien, ça signifie aussi que cette crise sanitaire, elle préfigure probablement les crises de demain qui seront des crises climatiques. Bon, donc voilà pour ces premiers éléments, ça je voulais projeter. Et où en sommes-nous, si vous voulez, dans la séquence, dans la séquence de cette crise sanitaire? Donc pour le moment, eh bien, cette crise sanitaire a engendré une crise économique. D'accord? Ça s'est traduit au début notamment de la période du confinement par des turbulences financières sur les marchés financiers, mais ça n'a pas encore dégénéré en crise bancaire et financière. Et il faut espérer que ça ne dégénérera pas en crise bancaire et financière. Parce que si ça dégénérait en crise bancaire et financière, bien entendu, si vous voulez, cette crise bancaire et financière rétroagirait sur l'activité économique et donc amplifierait la crise économique. Comment est-ce que la crise sanitaire pourrait engendrer une crise bancaire et financière? Eh bien, si vous voulez, en faisant perdre confiance, en bouchant totalement l'horizon et en créant finalement de l'incertitude. Donc ça peut directement déboucher sur une crise bancaire et financière. Mais plus concrètement, ce qui pourrait entraîner la crise bancaire et financière, eh bien, ce sont les difficultés auxquelles les entreprises vont être confrontées. D'accord ? Donc on n'a pas encore véritablement assisté à des faillites en chaîne, mais si ces faillites survenaient, eh bien, elles se traduiraient inévitablement par des défauts de paiement, par des problèmes de remboursement de crédit, et ça mettrait bien sûr le secteur bancaire en difficulté, et cela pourrait déboucher sur une crise bancaire et financière. D'accord ? Donc ça, il faut espérer, si vous voulez, que cette séquence-là, on ne l'aura pas, on pourra en rediscuter si cela vous intéresse. Est-ce que vous auriez la gentillesse pour quelques-uns de brancher vos vidéos? Parce que je vous avoue que ne pas avoir... Voilà, merci beaucoup, parce que le faire sans visage, c'est trop compliqué. Bon, donc voilà pour la caractérisation de cette crise sanitaire inédite qui a débouché sur une crise économique, qui n'a pas encore débouché sur une crise bancaire et financière. Et si c'était le cas, ça deviendrait véritablement dramatique, donc mieux vaudrait l'éviter. Quelle est la réponse ? Quelle est la réponse actuelle? La réponse actuelle, c'est une réponse de politique économique massive. Et bon, si on ne veut pas être complètement déprimant, on peut quand même relever, si vous voulez, que dans la gestion de cette crise sanitaire, il y a quelque chose de positif. C'est qu'en fait, cette crise, d'une certaine manière, réhabilite à la fois l'action budgétaire, et en zone euro, ça c'est quelque chose d'assez inédit, parce qu'on a toujours bridé l'action budgétaire dans la zone euro. On a surtout fait reposer, si vous voulez, la politique économique de la zone euro sur la politique monétaire, sur l'action de la Banque centrale. Donc, d'une certaine manière, cette crise oblige à actionner le levier budgétaire, ça réhabilite la politique budgétaire avec la mise en œuvre de plans de soutien et de plans de relance absolument indispensables. Donc ça, on peut mettre en avant qu'il s'agit d'un point positif. L'autre point positif, c'est que si on se resitue à la fin de l'année 2019, eh bien, avant même, si vous voulez, qu'on ait vraiment en tête la perspective de cette crise sanitaire, beaucoup d'économistes, notamment aux États-Unis, mais également en Europe, commençaient à sérieusement douter de la politique monétaire. D'accord ? Et beaucoup d'économistes considéraient que la politique monétaire, finalement, était devenue complètement impuissante. Et certains, d'ailleurs, préconisaient qu'on bascule totalement
vers la politique budgétaire. Ça, c'était surtout une idée défendue aux États-Unis. Et en fait, eh bien, la gestion de la crise actuelle oblige à mobiliser autant l'action budgétaire que l'action monétaire. Donc, on est loin de l'impuissance de la politique monétaire, d'accord, à laquelle concluaient certains. Et puis surtout, au fond, ce que ça réhabilite complètement, c'est la combinaison des deux. Et ça, au niveau européen, eh bien, c'est quelque chose de majeur parce que cette idée, si vous voulez, de policy mix, de politique économique articulant, combinant des instruments, on ne l'avait pas, ou en tout cas, on ne l'expérimentait pas dans la zone euro. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais cela étant, progressivement, je vais essayer, si vous voulez, de souligner les points qui me semblent le plus problématiques. Et parmi les points problématiques, eh bien, le principal me semble être que on gère cette crise avec une politique monétaire qui n'innove pas. Je vous ai dit précédemment qu'en fait, on était face à une crise inédite. Mais on est avec une politique monétaire face à cette crise inédite qui n'innove pas et qui reproduit à plus grande échelle eh bien, les réponses qui avaient été apportées à la crise financière de 2007-2008, des réponses notamment en termes de mesures de politique monétaire dites non conventionnelles, d'accord, le non conventionnel signifiant qu'il ne s'agissait pas de mesures habituelles. On a répondu donc à la crise financière de 2007-2008 avec des mesures inhabituelles et notamment avec des achats de titres sur les marchés financiers, avec ce que l'on appelle le quantitative easing. Et là, que fait-on? Eh bien, on reproduit ça à plus grande échelle, d'accord, alors qu'on est face à une crise qui est d'une nature très différente. Alors, on répond à cette crise avec des plans de relance tout à fait conséquents, qui sont les bienvenus, qui auraient pu finalement être envisagés avant, avant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu penser, si vous voulez, à des plans d'action budgétaire pour remettre notre économie, les économies de la zone euro sur des trajectoires de prospérité, pour repenser nos modèles de croissance. On aurait pu le faire avant. Bon, eh bien, cette crise sanitaire oblige à déployer ça, et ça oblige à le faire, évidemment, massivement. D'accord? Donc, pour que vous ayez quelques ordres de grandeur, les plans de relance qui ont été mis en œuvre en Europe, eh bien, c'est un plan de 750 milliards d'euros. D'accord? Le plan de relance allemand, ça a été celui de juin 2020, c'est un plan de 130 milliards d'euros. Et le plan de relance français, France Relance, alors ça c'était avant le reconfinement, c'est 100 milliards d'euros, d'accord, avec trois volets qui se veulent équilibrés, et un plan assez orienté sur l'offre. Donc, d'un côté, si vous voulez, des plans budgétaires massifs, et puis côté monétaire, côté politique monétaire, des milliers de milliards de monnaie centrale émises. Pourquoi faire? Eh bien, pour apporter de la liquidité aux banques et acheter des titres sur les marchés. Pourquoi apporter de la liquidité aux banques dans ces moments-là? Eh bien, pour que les banques soient elles-mêmes capables, si vous voulez, de répondre aux besoins de liquidité de l'économie dans ce moment de crise. Et donc, côté BCE, eh bien, ça s'est traduit par un programme spécial. Alors, il y a plein de mesures, d'accord? Je ne vais pas vous lister toutes les mesures qui ont été prises, mais pour aller à l'essentiel, eh bien, le plan d'action de la BCE consiste en un plan massif d'achat d'actifs, d'accord? Donc, je vais vous détailler ça un petit peu après. Au départ, quand on était au début du confinement, quand la Banque centrale a annoncé une première partie de ce plan, elle l'a annoncé petitement, les marchés ont très mal réagi. Elle s'y est reprise en plusieurs fois, mais assez rapidement, tout de même, la réaction a été assez rapide au niveau de la BCE, pour arriver à un total envisagé d'achat d'actifs de 1 350 milliards d'euros, d'accord, jusqu'en juin 2021. Ce qu'il y a également, ce sont les fameux LTRO et des PELTRO, qui sont en fait des refinancements de long terme, eh bien, adaptés, si vous voulez, à cette situation pandémique. Et pour vous dire les choses simplement, eh bien, ça correspond à des refinancements accordés par la Banque centrale à des conditions ultra accommodantes et à des échéances assez longues. Et les conditions très accommodantes, eh bien, elles l'étaient déjà
avant la crise sanitaire, elles le sont encore plus depuis, puisque ces refinancements de long terme eh bien, sont accordés pour la plupart à taux négatif. D'accord, hein, ça veut dire que les banques se procurent des liquidités auprès de la Banque centrale en ayant à rembourser moins que ce qu'elles ont emprunté à la Banque centrale. D'accord, ça veut dire ça, hein, très concrètement. Et par ailleurs, ça je ne l'ai pas noté, mais le taux auquel normalement, si vous voulez, la Banque centrale rémunère les réserves des banques à la Banque centrale, eh bien, est un taux qui est, mais c'était déjà le cas avant la crise sanitaire, est un taux qui est devenu négatif, c'est-à-dire que les banques sont en quelque sorte taxées hein, sur les réserves qu'elles détiennent à la Banque centrale. C'est censé les inciter à prêter ces réserves sur le marché interbancaire, à faire circuler ces réserves sur le marché interbancaire pour qu'ensuite, si vous voulez, eh bien, ça dynamise l'activité de crédit. On reviendra sur ces mécanismes si ce n'est pas clair pour vous. Côté Fed, aucune limite de montant au niveau des achats d'actifs. Donc là, c'est devenu vraiment stratosphérique. Ce sont des milliers de milliards hein, d'achats d'actifs qui pourront être réalisés par la Réserve fédérale américaine. En faisant ça, les banques centrales facilitent l'endettement des États. Pourquoi? Parce que les titres qu'elles achètent, eh bien, ce sont en grande partie des titres de dette publique. D'accord? Et ces titres de dette publique, elles les achètent sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur le marché de l'occasion, là où les titres sont revendus. C'est-à-dire qu'elles les achètent à des investisseurs qui les ont achetés précédemment, d'accord, et qui les ont achetés potentiellement sur le marché primaire. Toute la question qui se pose actuellement, c'est la question de savoir si, en faisant cela, les banques centrales parviendront à écarter le risque d'insoutenabilité des dettes publiques, des pays de la zone euro notamment. D'accord ? Est-ce que la BCE parviendra à écarter le risque d'insoutenabilité des dettes si ces dettes deviennent de plus en plus importantes, ce qui est la trajectoire actuelle? Est-ce qu'elles arriveront à ça tout en assurant leur mission? D'accord ? Est-ce que la Banque centrale européenne écartera le risque d'une crise de la dette tout en assurant ses missions? Quelles sont les missions qu'on confie à une banque centrale, telle que la BCE? Eh bien, on lui demande d'assurer la stabilité monétaire, c'est-à-dire d'atteindre, si vous voulez, une cible d'inflation à un niveau qu'on juge bon, qui est de l'ordre de 2%. D'accord ? On est très loin de ça aujourd'hui. Alors longtemps, le cheval de bataille des banques centrales, ça a été l'inflation. Aujourd'hui, on est dans une situation plutôt déflationniste, avec un taux d'inflation qui est aux alentours de zéro et qui est, donc on n'est pas tout à fait en déflation, mais on est en pression, si vous voulez, en pression déflationniste, hein, avec donc une situation très loin de la stabilité monétaire. Ce qu'on demande à une banque centrale aussi, eh bien, c'est d'assurer la stabilité économique, c'est-à-dire de faire en sorte que l'économie soit à son potentiel de croissance. Évidemment, on est loin de ça, on est dans une situation récessive. Et ce qu'on demande également de plus en plus aux banques centrales, c'est de se préoccuper de la stabilité financière, ce qu'elles ne faisaient pas avant la crise financière, mais depuis la crise financière, on les a davantage impliquées dans la stabilité financière. C'est-à-dire que leur action doit contribuer au bon fonctionnement du secteur bancaire et financier et doit éviter, d'accord, des situations de crise. Donc, si je résume un petit peu le schéma actuel du financement des États dans la zone euro, comment les États financent-ils les dépenses qu'ils ont besoin d'effectuer pour gérer cette crise sanitaire? Eh bien, ils les financent en s'endettant sur les marchés. D'accord ? Donc, les États de la zone euro, en l'occurrence, eh bien, émettent des titres de dette sur les marchés primaires. Le marché primaire, c'est le marché de l'émission. Ensuite, eh bien, des investisseurs, c'est peut-être des banques, des fonds d'investissement, des investisseurs étrangers, achètent ces titres sur le marché primaire et la Banque centrale européenne intervient sur le marché secondaire, c'est-à-dire le marché où on peut revendre ces titres, et rachète ces titres à qui veut les vendre.
d'accord, sur le marché secondaire. Elle rachète ces titres donc, dans le cadre de ses programmes d'achat d'actifs, dans le cadre de son programme spécial pandémie. Donc, encore une fois, si vous voulez, toute la question, c'est la question de savoir si c'est le meilleur schéma pour concilier le niveau élevé des dépenses dont on a besoin pour faire face à cette crise sanitaire et la soutenabilité de la dette. D'accord ? Est-ce que c'est le meilleur des schémas possibles? Alors, bien sûr, si vous voulez, avec ce schéma de dépenses financées par des emprunts sur le marché des dettes souveraines, eh bien, la dette publique est en train d'augmenter. Alors, ce n'est pas un mal en soi que la dette publique augmente. Tout dépend de ce qu'on fait avec, bien entendu, et puis tout dépend aussi, au fond, de sa dynamique. Or, le problème, en fait, c'est qu'on est entré dans la crise sanitaire en ayant déjà fait face à une augmentation forte de la dette publique. C'est-à-dire qu'on est entré dans la crise sanitaire dans un contexte d'assez grande fragilité financière. Et là, je souligne les choses pour les États, puisqu'on parle, si vous voulez, finalement de la façon de financer la gestion de la crise sanitaire. Mais bien sûr que le problème de fragilité financière, il vaut également pour le secteur privé. C'est-à-dire qu'on est entré dans cette crise sanitaire avec une dette à la fois publique et privée qui, depuis la crise financière de 2007-2008, ne s'est absolument pas résorbée. D'accord ? Ce qui veut dire, si vous voulez, qu'on entre dans cette crise avec une dynamique haussière de la dette et les macroéconomistes de la finance le savent. En fait, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et une dynamique haussière de la dette, c'est un facteur d'instabilité, financière. D'accord ? Donc c'est pour cela qu'il faut y prendre garde. C'est pas parce que la dette c'est pas bien, d'accord ? C'est parce que on est avec, si vous voulez, une dynamique de la dette potentiellement dangereuse. C'est-à-dire qu'on a des dettes qui viennent s'accumuler à d'autres dettes. D'accord ? Ça veut dire ça concrètement. Les banques centrales, par leur action massive, par donc les refinancements qu'elles accordent aux banques et par leurs achats d'actifs, sont en train d'émettre actuellement beaucoup de monnaie centrale, et ça se traduit par une augmentation de ce que l'on appelle la base monétaire. La base monétaire, c'est la monnaie de la banque centrale, et ça se traduit par une augmentation des bilans de banques centrales. D'accord ? Donc là, vous avez la trajectoire des bilans de la Banque centrale. Alors, vous voyez que depuis 2015, par exemple, dans la zone euro, le bilan de la Banque centrale européenne avait déjà beaucoup augmenté. Puis, ça s'était un petit peu stabilisé. Ça avait repris en 2019. Et là, eh bien, vous voyez qu'on est sur une trajectoire d'augmentation extrêmement rapide. Pareil pour la Réserve fédérale américaine. Alors, la Réserve fédérale américaine, elle avait augmenté, évidemment, si vous voulez, en réponse à la crise. Le bilan de la Fed avait beaucoup augmenté. La Fed avait émis beaucoup de monnaie centrale pour prêter aux banques, pour prêter sur les marchés, pour acheter des actifs. Puis, en fait, ça s'était stabilisé à partir de 2014-2015. Ça avait même commencé à diminuer. Et à partir de 2019, de nouveau, en fait, fin d'année 2019, la Fed a été de nouveau obligée d'injecter pas mal de liquidités, notamment sur le marché monétaire. Et depuis la crise sanitaire, augmentation très très forte, inédite, totalement inédite du bilan de la Réserve fédérale américaine. Bon, bref, si vous voulez, toutes les grandes banques centrales émettent énormément de monnaie centrale pour faire face à cette crise. Monnaie centrale, donc, qu'elle consacre à des achats d'actifs et qu'elle prête aux banques. J'avais juste une question. Est-ce que c'est problématique que le bilan des banques devienne aussi important? Bien, c'est pas directement. C'est pas un problème en soi, mais si vous voulez, de la même. Alors, ce qui est assez curieux finalement, c'est que il y a très peu d'inquiétude exprimée
sur cette augmentation très très forte des bilans de banque centrale, alors qu'il y a une inquiétude très forte exprimée sur l'idée que si les banques centrales faisaient face à une perte en transférant directement de la monnaie centrale, ça poserait un problème. Donc, vous voyez, il y a une inquiétude un peu asymétrique par rapport à ces sujets. Alors, il y a quand même un point à souligner, c'est que si, au fond, si le bilan de la Banque centrale peut être très très grand ou au contraire, si vous voulez faire face à une perte sans que ça empêche la Banque centrale de fonctionner, ça a tout de même des incidences sur le fonctionnement des marchés. C'est-à-dire que quand les banques centrales augmentent autant leur bilan pour prêter aux banques et pour acheter des actifs sur les marchés, eh bien, en quelque sorte, ça met les marchés sous tutelle. D'accord ? Ça met les marchés financiers sous perfusion. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, eh bien, la Fed, dès la fin de l'année 2019, a dû intervenir massivement sur le marché monétaire. Le marché monétaire, c'est le marché où les banques s'échangent des liquidités entre elles, où elles échangent aussi des liquidités avec d'autres institutions financières non bancaires. Et en fait, le marché monétaire aux États-Unis n'a pas réussi à retrouver un fonctionnement normal à partir du moment où la Fed, elle, a essayé de retrouver le chemin d'une politique monétaire normale. Et ça veut dire que quand les marchés monétaires sont mis longtemps sous tutelle de la Banque centrale, sous perfusion de liquidités de la Banque centrale, ils ont beaucoup de mal à retrouver un fonctionnement normal. D'accord ? Ça, je crois qu'on n'en a pas encore beaucoup conscience. En fait, on ne s'interroge pas beaucoup justement sur cette augmentation très forte du bilan des banques centrales, qui effectivement ne pose pas de problème en soi aux banques centrales, mais peut induire un dysfonctionnement profond et un effet de persistance en fait de ce dysfonctionnement des marchés. D'accord ? Alors, je viens de souligner en fait le dysfonctionnement que ça peut induire au niveau du marché monétaire et au niveau du marché financier. Je vais souligner le problème après. Le problème que ça peut poser au niveau des marchés financiers, c'est que quand les banques centrales achètent massivement des titres sur les marchés, eh bien, ça pousse à la hausse les prix d'actifs, ça peut entraîner des hausses cumulatives de prix d'actifs, ça peut former des bulles, et quand ces bulles éclatent, eh bien, ça fait des crises financières. D'accord ? Donc, vous voyez que en fait, l'augmentation ou la diminution du bilan de la Banque centrale, en soi, pour la Banque centrale, ce n'est pas un problème, mais ça a des effets, bien sûr. En fait, ça traduit les opérations qu'elle réalise, qui ont des incidences sur le fonctionnement du marché. Autre aspect caractéristique, eh bien, c'est qu'en agissant ainsi, les banques centrales détiennent une part croissante de dette publique. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que les banques centrales achètent massivement des titres sur les marchés pour soutenir le prix de ces titres et également, si vous voulez, pour faire baisser en fait le taux associé à ces titres. D'accord ? Donc, je reviendrai sur ces aspects. En achetant massivement ces titres de dette publique, les banques centrales se retrouvent à leur bilan, à l'actif, avec une part croissante, d'accord, de dette publique et surtout avec un montant de dette publique qui représente une part croissante de la dette de chaque pays. D'accord ? Donc là, sur ce graphique, eh bien, vous voyez l'augmentation de cette part, alors notamment si vous voulez pour le Japon, c'est caractéristique, et pour les pays de la zone euro, regardez dans le cas français, d'accord, entre 2015, 2019, 2020, vous voyez que là, on est à peu près à 25% de dette publique française détenue par la Banque centrale. D'accord ? Alors, gardez ça en tête parce que vous voyez que ça signifie potentiellement que si la Banque centrale décidait, je viendrai à ces alternatives un peu plus loin, si la Banque centrale européenne décidait d'annuler la créance qu'elle détient sur l'État français, sur l'État italien, sur l'État espagnol, d'accord ? Eh bien, vous voyez que ça réduirait massivement, d'accord ? Ça réduirait massivement le poids de la dette. Je reviendrai sur cet aspect après. Bon, alors cette dette Covid,
D'accord? Donc, est-elle soutenable? Autrement dit, si vous voulez, est-ce que les États qui contractent cette dette pourront la rembourser? Parce que ce sont les États, d'accord, qui rembourseront cette dette. Quand on dit qui va rembourser la dette, a priori, ce sont les États émetteurs de cette dette qui vont devoir rembourser cette dette. Alors, à quelles conditions est-ce que le remboursement de cette dette ne posera pas problème? La première condition, peut-être, c'est qu'il y ait suffisamment de croissance. D'accord? Est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce qu'on peut compter sur la croissance pour rembourser la dette Covid? Je crois qu'on peut avoir quelques doutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les plans de croissance qui sont mis en œuvre, ce sont essentiellement des plans de soutien. C'est-à-dire que par ces plans, d'accord, par ces plans d'aide, on comble des pertes. D'accord? On comble des pertes. Et quand on comble des pertes, on n'introduit pas, si vous voulez, des revenus additionnels dans l'économie. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ces plans engendrent une cascade de revenus. Et donc, ce qu'on appelle des effets multiplicateurs importants. Alors, certes, il y a quand même une part d'investissement dans les plans de relance. D'accord? Mais cette part d'investissement, ce n'est pas la part prépondérante de ces plans de relance. Donc, de la croissance, il y en aura sans doute pas beaucoup, en fait, permise par ces plans de relance. Et puis, donc, alors, ça veut dire que la toile de fond, au niveau macro, ce ne sera pas une croissance très soutenue, même s'il y a des rebonds mécaniques là, de croissance du PIB, mais c'est parce que, si vous voulez, on a chuté tellement fort en fait, qu'on rebondit mécaniquement, mais ça ne traduit pas la reconstitution d'un potentiel de croissance important. Donc, de la croissance, il n'y en aura sans doute pas au niveau macro. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est plutôt à une stagnation séculaire qui va s'installer. Et puis, de toute façon, ça paraît quand même, si vous voulez, un peu bizarre de compter à tout prix sur la croissance pour venir éponger cette dette Covid, parce que cette dette Covid, la crise sanitaire, justement, doit nous alerter. Je vous l'ai dit, ce n'est pas un choc exogène. Ça doit nous alerter sur la nécessité de rebâtir nos modèles de croissance. Et donc, compter sur la croissance, c'est au fond abandonner l'idée d'une redéfinition de nos régimes de croissance. C'est abandonner l'idée qu'il nous faudrait sans doute basculer vers d'autres concepts même, d'accord, vers plutôt l'idée de prospérité que l'idée de croissance. En tout cas, arriver à mettre en œuvre des régimes qui soient compatibles avec les limites planétaires. Donc, cette première condition-là, c'est sans doute pas celle, si vous voulez, qu'on observera. Est-ce qu'il y aura des recettes fiscales qui permettront d'absorber la dette Covid, de rembourser facilement la dette Covid? Eh bien, dans un monde sans croissance, les recettes fiscales, elles ne vont pas tellement progresser. Et puis surtout, si vous voulez, il faut prendre aussi en considération le fait que les inégalités auront été creusées par la crise sanitaire. Prendre en considération aussi le fait qu'on est dans un système fiscal qui est très peu progressif, d'accord, avec des stratégies d'évitement fiscal qui sont développées par les plus riches, par les multinationales. Tout ça réduit considérablement le consentement à l'impôt, et donc les marges de manœuvre fiscales, elles n'existeront pas beaucoup. Alors bien sûr, si vous voulez, on peut tout à fait être d'accord avec ceux qui disent mais pour plus de justice sociale, il va falloir rétablir l'impôt sur la fortune en France, ou pour dégager des marges de manœuvre budgétaires, il va falloir mettre en place une taxation des transactions financières au niveau européen. Oui, oui, très bien, moi je suis tout à fait favorable à ça. Mais ce n'est pas ça qui permettra d'absorber la dette Covid. D'accord ? Le rétablissement de la taxation des transactions financières, ça rapporterait 3 à 4 milliards par an. D'accord, c'est pas ça qui permettra de rembourser facilement les 100 milliards, les 100 milliards du plan France Relance. La taxation des transactions financières, ça rapportera en gros 20 milliards, d'accord, 20 milliards
20 milliards par an au niveau européen. Bon, bah, c'est pas. Il faudra ramer pour arriver à rembourser les 750 milliards avec ça. D'accord ? Donc, vous voyez que on peut les souhaiter, ces réformes fiscales, parce qu'elles sont nécessaires à une plus grande justice sociale et ça peut être intéressant, d'accord, de mettre en œuvre la taxation des transactions financières pour avoir quelques marges de manœuvre budgétaires, certes, mais ce n'est pas ça qui absorbera la dette Covid. Et donc, qu'est-ce qu'il faudra ? Eh bien, il faudrait que les États puissent rouler leur dette, comme on dit. Ça veut dire quoi, rouler la dette ? Et c'est ce sur quoi tout le monde compte, sans le dire vraiment, d'accord ? Vous avez plein de gens qui vous disent, mais de toute façon, les États ne remboursent pas, ils roulent leur dette. Alors, ça veut dire qu'il faut que les États puissent, quand ils ont, si vous voulez, des échéances de remboursement, puissent émettre périodiquement de nouvelles dettes pour pouvoir rembourser les anciennes. D'accord ? Et au fond, c'est sur cela que tout le monde compte pour pouvoir absorber la dette Covid. La plupart des observateurs, des économistes qui vous disent non, cette dette n'est pas un problème, comptent sur le fait que les États, de toute façon, pourront rouler leur dette. Alors, à quelles conditions les États de la zone euro pourront rouler leur dette ? À quelles conditions est-ce qu'ils pourront rembourser les dettes passées en émettant des dettes futures? Eh bien, ils pourront le faire, en fait, uniquement si les taux restent au niveau où ils sont, à savoir à un niveau très bas, un niveau plancher, voire négatif, d'accord ? Et pour que ce soit le cas, pour que les taux restent bas et à un niveau négatif, eh bien, il faudra que la Banque centrale européenne poursuive ses achats d'actifs jusqu'à la nuit des temps, d'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Allez-y. Ouais. À ce sujet justement des dettes et du fait que la Banque centrale en détienne toujours plus, il y avait Martin qui demandait si justement ça ne permettait pas de gagner en souveraineté, puisque du coup c'est la Banque centrale qui les possède et ça peut même rassurer les investisseurs en se disant que si jamais, et empêcher de remonter les taux, puisque si jamais l'État devait faire défaut, ce serait d'abord sur la dette détenue par la Banque centrale et pas sur les autres investisseurs et les investisseurs étrangers. Ah oui, mais on est d'accord, si vous voulez, sur le fait que l'action de la Banque centrale est très rassurante pour les investisseurs. D'accord ? Mais pour que les investisseurs soient rassurés longtemps, eh bien, il va falloir que la Banque centrale le fasse longtemps. D'accord ? Et c'est ça, en fait, que je voudrais vous amener à réaliser. C'est-à-dire que, au fond, si vous voulez, ce que je vais essayer de vous dire, c'est que cette situation n'est stable et autrement dit, les investisseurs eux-mêmes ne seront pleinement rassurés que si la Banque centrale continue très longtemps de procéder à ces achats d'actifs. Et donc, en faisant ça, effectivement, la Banque centrale européenne permettra aux États de rouler leurs dettes et ça évitera une crise de la dette en zone euro comme celle qu'on avait connue après la crise financière entre 2010 et 2012. D'accord ? Donc, on est d'accord, en faisant cela, la Banque centrale européenne évite la crise de la dette. Et donc, elle rend soutenable la dette. Mais, et c'est le mais, en fait, qu'il faut prendre en considération, et ce mais, aujourd'hui, n'est pas souligné. En faisant cela, eh bien, la Banque centrale européenne ne remplira plus aucune de ses missions. Pourquoi ? Parce que, en fait, le quantitative easing, les achats d'actifs, ça n'augmente pas l'inflation, ça ne fait pas augmenter l'inflation. D'accord ? C'est-à-dire que quand la Banque centrale achète des actifs et donc émet beaucoup de monnaie centrale pour acheter des actifs, cette monnaie centrale, vous ne la retrouvez pas dans l'économie réelle. D'accord ? Alors certes, si vous voulez, ça peut tout de même mettre les banques en situation de créer elles-mêmes plus de monnaie. Et donc, quand la monnaie centrale augmente, quand la base monétaire augmente, eh bien, vous avez tout de même une augmentation de la masse monétaire, mais une augmentation de la masse monétaire qui n'est pas proportionnelle à l'augmentation de la base monétaire. Et cette augmentation de la masse monétaire, eh bien, en fait, elle ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du niveau général des prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la monnaie qui est créée, eh bien, elle circule très vite et elle circule surtout dans la sphère financière et pas tellement dans l'économie réelle. D'accord ? Donc, le QE, ça n'augmente pas l'inflation.
Or, je vous le rappelle, aujourd'hui, on a une inflation trop basse. On est dans une situation quasi déflationniste. Donc, si on veut retrouver la stabilité monétaire, qui est une des missions de la Banque centrale, il faut de l'inflation. Avec le QE, on n'y arrivera pas. Et avec les prêts consentis aux banques, eh bien, on n'y arrive pas non plus. Et on sait qu'on n'y arrive pas puisqu'on fait ça depuis la crise financière de 2007-2008. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence ? On peut mettre en évidence que ces achats d'actifs font baisser les taux longs. Et c'est pour ça d'ailleurs que les banques centrales procèdent à ces achats d'actifs. C'est pour exercer une pression à la baisse sur les taux longs en espérant que ça puisse stimuler l'investissement. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien, ce qu'on observe, et on l'observe depuis la crise financière de 2007-2008, eh bien, on observe qu'en fait, avec ces achats d'actifs, il y a peu d'effets d'entraînement sur l'économie réelle. C'est-à-dire que, certes, ça fait bien baisser le niveau des taux d'intérêt de long terme, mais pour autant, eh bien, ça ne fait pas remonter beaucoup l'investissement. Et donc, si vous voulez, ça n'entraîne pas vraiment un rebond économique, un rebond d'activité. Donc, ça veut dire que la Banque centrale européenne, avec ses achats massifs d'actifs qu'elle va devoir perpétuer pour assurer la soutenabilité de la dette, ne parviendra pas à atteindre son objectif de stabilité économique. D'accord ? Et enfin, troisième élément, ces achats d'actifs font monter les prix d'actifs. C'est la loi de l'offre et de la demande sur les marchés. Donc, quand vous avez beaucoup de liquidités centrales qui vient, si vous voulez, demander des actifs, qui vient acheter des actifs, eh bien, le prix de ces actifs augmente. Et si l'augmentation du prix des actifs devient de plus en plus importante, eh bien, ça peut former des bulles, alors sur les marchés obligataires, mais aussi sur les marchés d'actions, et ce faisant, eh bien, ça compromet la stabilité financière. Et donc, on n'aura pas non plus de stabilité financière. Et donc, vous voyez quelle est l'impasse, en fait, l'impasse actuelle. C'est que la Banque centrale, si elle veut nous éviter la crise de la dette, je me situe dans le cadre de la zone euro, c'est vraiment, la problématique est très caractéristique de la zone euro. Précisément parce qu'on n'a pas d'union budgétaire. D'accord ? Et donc, si la Banque centrale veut nous éviter la crise de la dette, il faut qu'elle continue d'acheter massivement des titres de dette publique, qu'elle le fasse très longtemps, d'accord, pour tous les pays de la zone euro. Mais si elle fait ça, elle ne remplira plus aucune de ses missions. Et si elle se préoccupe de ses missions, alors on n'assure plus la soutenabilité de la dette publique. Ce qui veut dire que si on veut de nouveau, si vous voulez, retrouver de la stabilité monétaire, retrouver de la stabilité économique et de la stabilité financière en zone euro, il faut que la Banque centrale fasse autre chose que du QE. Et il faut dans le même temps qu'on évite une situation d'insoutenabilité de la dette publique. D'accord ? C'est pour cela qu'il faut envisager des solutions alternatives. D'accord ? Donc j'en viens à ces alternatives. Sur ces derniers points, j'avais deux questions dans le chat. La première de Cyprien qui demandait si on était en train d'installer une période durable dans laquelle le taux d'intérêt réel serait nul et si cette situation était saine pour l'économie. Du coup, vu ce que vous avez dit, ça a l'air d'être plutôt négatif comme réponse, mais est-ce que... Alors, une situation de taux très bas, d'accord, voire de taux négatifs, ce n'est pas une bonne situation pour l'économie. Et ça se saurait en fait, si les taux bas étaient de bons stimulants, parce que ça fait quand même un bon moment qu'ils sont bas. Alors bien sûr que là, si vous voulez, cette situation de crise sanitaire les maintient encore plus au plancher, mais les taux sont bas dans la zone euro, voire négatifs pour certains émetteurs, et notamment des émetteurs publics, des émetteurs souverains, ils le sont depuis plusieurs années. Alors, l'erreur qu'on a commise, sans doute au niveau d'ailleurs des emprunteurs souverains, c'est de ne pas en avoir profité lorsque la situation le permettait, lorsque la situation était une situation pas tout à fait normale, mais lorsqu'on n'était pas dans une situation de crise. D'accord ? Et pour autant, les États de la zone euro, avant la crise sanitaire, n'avaient pas beaucoup profité des taux bas pour lancer des programmes d'investissement permettant justement d'accélérer la transition écologique. D'accord ? Et au niveau du secteur privé, les taux bas n'ont pas été un puissant stimulant. Donc,
je répondrai en deux temps, si vous voulez, à la question qui vient d'être posée. Vraisemblablement, les taux vont rester bas assez longtemps. Est-ce que ça va permettre un rebond de l'activité économique? Eh bien, la réponse est plutôt non. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'économistes présentent néanmoins, si vous voulez, cette situation de taux bas comme une situation soulageante, parce que ça permet notamment aux États de se financer à taux zéro, voire à taux négatif, et donc de limiter considérablement la charge de la dette. D'accord ? Mais même quand la charge de la dette est nulle, eh bien, ce qui pèse, ce n'est pas seulement la charge de la dette, c'est le principal. D'accord ? C'est le principal emprunté qui vient s'accumuler aux dettes passées. Et donc, c'est vis-à-vis de ça qu'il faut assurer la soutenabilité de la dette. Et comme je vous l'ai expliqué, la soutenabilité de la dette n'est assurée que si la Banque centrale procède à des achats massifs d'actifs longtemps. Mais si elle fait ça, elle ne remplit plus aucune de ses missions. D'accord ? Et beaucoup, en fait, s'arrêtent au premier temps, c'est-à-dire en nous disant, bon, de toute façon, tout va bien puisque les taux sont à zéro, donc charge de la dette zéro, et la soutenabilité de la dette est assurée par la Banque centrale qui achète massivement des actifs. Ils oublient deux choses, c'est qu'elle va devoir le faire longtemps, parce que le jour où elle arrête de le faire, eh bien, les investisseurs paniquent, et ce sera la crise financière. Et si elle le fait longtemps, elle ne remplira plus ses objectifs, et donc pas de stabilité monétaire, pas de stabilité économique et pas de stabilité financière. D'accord ? C'est pour cette raison-là qu'il faudrait envisager des alternatives, alors qui ne sont pas, si vous voulez, qui sont encore assez peu considérées au niveau des États, au niveau des banques centrales, assez peu poussées, il faut le dire. On n'est pas, pour ceux qui soutiennent ces alternatives dont je fais partie, eh bien, on n'est pas toujours aidé par nos collègues économistes, d'accord, qui pour la plupart, eh bien, s'arrêtent à l'endroit que j'ai mentionné, à savoir, ils nous disent, bon, charge de la dette zéro, et puis soutenabilité de la dette assurée par la Banque centrale européenne, sans pousser le raisonnement plus loin, sans voir qu'à plus long terme, eh bien, ça signifie que nous n'aurons pas de prospérité en zone euro, nous n'aurons pas de stabilité monétaire en zone euro et nous n'aurons pas de stabilité financière en zone euro si on continue de faire comme ça. Sur la prospérité économique, on avait une autre question sur l'hypothèse, pourquoi l'hypothèse d'un retour de la croissance en Europe est-elle si peu probable? Puisque si on compare, les États-Unis avaient avant la crise un rythme de croissance relativement soutenu et on peut voir des croissances potentielles avec l'innovation et le déploiement de l'intelligence artificielle, etc. dans les prochaines décennies. Alors, je voudrais mettre en évidence qu'avant la crise sanitaire, la conjoncture européenne était plutôt mauvaise, en fait. On était, si vous voulez, dans une phase de retournement conjoncturel en zone euro. Il y avait eu effectivement une amélioration, et de nouveau, eh bien, on était face à une situation de retournement conjoncturel. Et d'ailleurs, avant même la crise sanitaire, la Banque centrale européenne était de nouveau obligée d'assouplir sa politique monétaire. Donc, on n'était pas du tout dans une situation florissante. D'accord ? Quant aux perspectives d'innovation dans le numérique, oui, il y a effectivement du potentiel, mais il y a beaucoup de craintes aussi, parce que tout ça s'accompagne d'une structure de marché assez problématique, avec des géants du numérique qui ont un pouvoir de marché totalement démesuré. Donc, vous voyez que ça ne nous fait pas forcément, si vous voulez, ça ne nous fait pas forcément envisager une situation de prospérité bien partagée entre les acteurs produisant des services numériques et puis l'ensemble, si vous voulez, des agents pouvant en profiter. Donc, ayons en tête qu'avant la crise sanitaire, ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien en zone euro. Quant aux États-Unis, eh bien, il y avait effectivement une situation qui était quand même un peu déroutante, si vous voulez, parce qu'il y a eu une situation de surchauffe aux États-Unis dont on aurait pu attendre finalement que ça bascule plus vite dans la récession. C'est la crise sanitaire qui a entraîné cette récession aux États-Unis comme ailleurs, mais
on pouvait s'attendre à ce que la récession arrive aux États-Unis avant même la crise sanitaire. On était vraiment, si vous voulez, sur le point de retournement. Et d'ailleurs, eh bien, aux États-Unis aussi, la Fed avait interrompu la normalisation de sa politique monétaire. Donc, aux États-Unis aussi, la politique monétaire avait un tour accommodant. Ça veut dire qu'elle était en voie d'assouplissement, c'est-à-dire que la Fed était obligée de soutenir l'économie américaine. D'autant que, si vous reprojetez en fin d'année 2019, eh bien, on est en pleine guerre commerciale lancée par Donald Trump, avec des conséquences potentiellement négatives sur l'économie américaine qui sont anticipées par la Banque centrale. Donc, écarter l'idée que avant la crise sanitaire, tout allait bien, on était sur une bonne trajectoire de croissance. Alors, je sais que ça ressemble un peu d'ailleurs à ce qui est écrit dans l'introduction du plan France Relance, mais c'est faux, d'accord? C'est juste ça, une réécriture de l'histoire, pour le coup, parce que la situation d'avant crise sanitaire, ce n'était pas du tout une trajectoire ascendante. On a juste une troisième question qui vient d'arriver. Donc, on a tout d'abord Martin qui nous dit qu'en achetant des titres de dette sur le marché secondaire, la BCE permet aux investisseurs, notamment les particuliers, de récupérer des liquidités. Il se demande s'il y a un espoir que cette liquidité se retrouve dans l'économie réelle ou empiriquement, est-ce que cette liquidité, elle est toujours réinvestie dans d'autres produits financiers? Alors, c'est pas à vous et moi que la Banque centrale rachète des titres de dette publique ou des titres de dette privée. Elle les rachète à des banques, à des fonds d'investissement, d'accord, et éventuellement à des investisseurs financiers étrangers. D'accord. Après, toute la question, précisément, c'est de savoir si ces liquidités que récupèrent ces investisseurs, que récupèrent les banques, ont ensuite, si vous voulez, un effet d'entraînement sur l'économie réelle. Et ça, eh bien, on peut se prononcer sur la question en observant ce qui s'est passé après la crise financière de 2007-2008. Parce qu'après la crise financière de 2007-2008, eh bien, les banques centrales sont intervenues massivement pour prêter massivement des liquidités centrales aux banques et au marché, en procédant également à des achats d'actifs, même si la Banque centrale européenne l'a fait un peu plus tardivement que la Fed. Est-ce que ça a eu des effets d'entraînement sur l'économie réelle? Très peu. Alors certes, si vous voulez, on peut quand même mettre au crédit de ces politiques monétaires non conventionnelles, on peut mettre à leur crédit le fait qu'elles ont empêché qu'on bascule dans la déflation. D'accord? Ça, c'est quand même un point important. Mais est-ce qu'elles ont permis aux économies vraiment de se remettre sur une trajectoire de croissance et sur une trajectoire de prospérité partagée? Absolument pas. D'accord? Donc, assez peu d'effets d'entraînement, et pour le peu d'effets d'entraînement qu'elles ont eu, eh bien, des effets d'entraînement mal partagés. D'accord? Je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné, mais en fait, si vous voulez, quand la Banque centrale procède à des achats d'actifs massifs, on a dit ça fait augmenter les prix d'actifs, d'accord, et ça fait baisser les taux longs. L'augmentation des prix d'actifs, ça profite à qui? Bien, à ceux qui ont un portefeuille financier. D'accord? Et donc, ça profite plutôt, si vous voulez, à des ménages aisés. La baisse des taux longs, ça profite à qui? Eh bien, ça profite à des entreprises qui, notamment, ont la possibilité de s'endetter sur le marché. D'accord? Et donc, plutôt à des entreprises de grande taille. Est-ce que les banques ont largement répercuté, d'accord, ces conditions très accommodantes sur des plus petites entreprises, très dépendantes des banques pour se financer? Pas vraiment. D'accord? Donc, n'oublions pas, si vous voulez, que ces politiques d'achat d'actifs ont, un, peu d'effets d'entraînement, et deux, des effets d'entraînement très mal partagés au sein de l'économie, mal partagés en fait entre les ménages riches les ménages aisés et puis les ménages plus modestes, et mal partagés aussi entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Alors, les alternatives. Déjà, si vous voulez, ce qu'on peut commencer par dire, c'est qu'il y a
des solutions plus ou moins améliorantes, d'accord, par rapport à la situation actuelle, et qu'en tout cas, eh bien, les rachats de titres de dette publique sur le marché secondaire, ce n'est pas la seule solution pour financer. Déjà, ces rachats de titres de dette publique, vous avez compris qu'ils ne financent pas directement les États, ils facilitent le financement des États. Ce n'est pas la même chose. D'accord, hein, ça ne finance pas directement les États puisque ce ne sont pas des achats qui sont réalisés sur les marchés primaires de la dette. Ce sont des achats qui sont réalisés sur le marché secondaire. D'accord, donc, ça facilite le financement puisque, vous l'avez dit de vous-même tout à l'heure, ça rassure les investisseurs. OK, donc, en tout cas, vous voyez que ce n'est pas une solution de financement. Ce n'est pas une solution de financement direct. Certes, ça facilite le financement, mais ce n'est pas la seule manière de faire. Alors, il y a une autre solution de financement qui est une solution un peu plus directe, qui est une solution en fait de prêt au Trésor par la Banque centrale. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'a décidé la Banque d'Angleterre. Alors ça, c'est une solution qui est intéressante parce que ça permet, si vous voulez, à la Banque centrale de financer directement le Trésor sans passer par la case marché. Et donc, sans soumettre en fait le Trésor au mouvement d'humeur des investisseurs. Investisseurs qui aujourd'hui sont très très demandeurs de titres de dette publique, ils en raffolent, ils en veulent beaucoup, mais peut-être qu'un jour, ils en voudront moins. D'accord ? Ou peut-être qu'un jour, eh bien, ils en voudront moyennant une rémunération beaucoup plus élevée. D'accord ? Donc, le fait, si vous voulez, de rétablir un cordon de rétablir une ligne de crédit du Trésor, comme l'a décidé la Banque d'Angleterre en avril, eh bien, c'est plutôt une bonne chose pour s'éviter les humeurs du marché en situation d'incertitude. Alors, cela étant, ça fait augmenter la dette de la même manière, d'accord, puisque c'est un prêt remboursable à la Banque d'Angleterre. C'est un prêt que la Banque d'Angleterre accorde au Trésor britannique et qui est remboursable. Et qui, au moment où elle l'a accordé, avait une échéance à fin 2020. D'accord ? Ce sera probablement rééchelonné. Autre proposition du moment, une proposition qui nous vient de l'Espagne, une proposition de dette perpétuelle. D'accord ? Donc, en gros, si vous voulez, le gouvernement espagnol dit, bon, de toute façon, c'est quand même une dette qu'on aura beaucoup de mal à rembourser, donc transformons-la en dette perpétuelle. Une dette perpétuelle, c'est une dette qu'on ne rembourse jamais. Mais à quelles conditions les investisseurs veulent bien de la dette perpétuelle? Eh bien, à la condition, si vous voulez, que cette dette qui n'est jamais remboursée rapporte un intérêt conséquent. D'accord ? Or là, eh bien, pour les États, on l'a dit, les taux d'intérêt sont nuls, voire négatifs. Alors, quels sont les États qui vont accepter finalement de s'endetter à un taux plus important? Alors, peut-être les États justement des pays d'Europe du Sud, parce que eux, si vous voulez, s'endettent pas à taux négatif. Mais des pays comme l'Allemagne et la France n'ont aujourd'hui aucun intérêt à basculer en dette perpétuelle. Autre solution, alors là, on s'achemine vers des solutions qui, personnellement, me semblent plus intéressantes. Eh bien, l'autre solution, c'est de décider d'annuler une partie des dettes que la Banque centrale détient sur les États. Alors, entendons-nous bien, parce que souvent, le propos est déformé, d'accord ? Donc, il ne s'agit absolument pas de dire à des investisseurs privés la créance que vous possédez sur l'État français ou sur l'État allemand, vous faites une croix dessus, on l'annule. Il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit d'annuler une partie des dettes publiques détenues par la Banque centrale européenne. D'accord ? Et en faisant cela, eh bien, vous voyez qu'en fait, on redonne des marges de manœuvre aux États de la zone euro, puisque si on annule, admettons, la partie de la dette publique que détient la Banque centrale et qui correspond grosso modo à la dette Covid, eh bien, on limite considérablement l'augmentation de la dette. Et donc, on infléchit la dynamique de la dette, dont je vous ai dit que si on la laissait ainsi s'accumuler, eh bien, elle devenait dangereuse. D'accord ? Donc, cette annulation de dette, c'est une solution alternative. Et donc, ensuite, je vais évidemment, si vous voulez, étayer un petit peu les craintes que ça suscite. Il y a une autre solution qui, moi, personnellement, me semble encore meilleure que celle-ci, parce qu'en fait, celle-ci, ça donne des marges de manœuvre, mais
ça ne finance pas directement l'État. Ça ne finance pas directement les trésors. Hein, ça permet juste, si vous voulez, d'annuler une partie des dettes qui ont été contractées, ce qui permet d'émettre de nouvelles dettes sans que ça vienne augmenter dangereusement la dette publique, donc sans alimenter la dynamique dangereuse de la dette. Mais si on veut trouver une véritable alternative, que faut-il? Eh bien, il faudrait que la Banque centrale transfère de la monnaie centrale directement au Trésor, vous voyez, un peu comme dans le schéma la Banque d'Angleterre, mais sans exiger de remboursement. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle la monétisation. D'accord? On parle beaucoup aujourd'hui de monétisation à propos des achats d'actifs de la Banque centrale européenne. Mais les achats d'actifs de la Banque centrale européenne, ce n'est pas une véritable monétisation. Ça facilite le financement, on l'a dit, mais ce n'est pas une monétisation. La monétisation, ça consiste à faire en sorte que la Banque centrale prenne en charge une partie des dépenses publiques, d'accord, hein, donc finance l'État par des transferts de monnaie centrale non remboursables. Alors ça, c'est quelque chose qui fait partie des propositions défendues dans le cadre de la théorie monétaire moderne. D'accord? Et aux États-Unis, une des figures emblématiques de la théorie monétaire moderne, c'est Stephanie Kelton, qui a été une des conseillères de Bernie Sanders. D'accord? Et c'était le moyen qu'ils envisageaient ensemble pour financer un New Deal de 2000 milliards de dollars. D'accord? Donc ça, c'était avant la crise sanitaire. On peut, si vous voulez, s'inspirer de ce type de proposition pour faire face à cette crise sanitaire et donc proposer ainsi que la Banque centrale, et notamment que la Banque centrale européenne, finance directement les États de la zone euro pour les montants correspondant à la gestion de la crise sanitaire sans attente de remboursement. Et vous voyez que là, on a en fait un mécanisme de financement qui permet de financer des dépenses importantes, d'accord, sans du tout alourdir la dette, puisque ce n'est pas une dette, ce n'est pas remboursable. Donc, on a là le moyen de concilier un niveau élevé de dépenses et la soutenabilité de la dette, puisque précisément, eh bien, les montants transférés ne viennent pas augmenter la dette. D'accord ? Alors, je m'étais inspirée de ça dans une note publiée à l'Institut Veblen au mois d'avril, d'accord, au mois d'avril 2020. Donc, une note dans laquelle je fais une proposition, en fait, de mener hélicoptère au sens large, avec dans le cadre de cette crise sanitaire, un transfert de monnaie centrale aux États de la zone euro pour financer directement et sans remboursement les dépenses de gestion de la crise sanitaire. Et dans un deuxième temps, un transfert de monnaie centrale aux ménages et aux entreprises pour soutenir à la fois, si vous voulez, l'offre et la demande et permettre ainsi le rebond. D'accord, le rebond de l'activité. Donc, voilà, si vous voulez, les deux alternatives, les deux solutions alternatives qui me semblent intéressantes, qui me semblent les plus stimulantes et qui, à mon sens, amélioreraient considérablement, améliorer la situation et nous ouvrirait de meilleurs horizons pour l'avenir. Donc la première proposition, c'est une proposition d'annulation de dette. Et si ça vous intéresse, eh bien regardez cette proposition développée par Laurence Cialom avec Baptiste Bridonneau dans une note du think tank Terra Nova. D'accord ? Donc c'est des annulations de dette publique par la BCE. Pas lassons le débat, évidemment, c'est plutôt lançons le débat. Hein, d'accord ? Et dans cette note, ce qu'il propose, eh bien, c'est d'annuler des dettes conditionnellement à des investissements réalisés par les États de la zone euro dans la transition écologique. Et vous voyez que là, eh bien, on combine gestion de la crise sanitaire et préparation de l'avenir. D'accord ? Donc, gestion de l'urgence et investissement pour le futur, investissement pour assurer la transition écologique. Et l'autre proposition, eh bien, c'est une proposition de monétisation et
plus largement de monnaie hélicoptère, c'est-à-dire de transfert de monnaie centrale aux États, aux entreprises et aux ménages, hein, comme je vous le disais dans la note de l'Institut Veblen que vous pouvez retrouver. D'accord? Donc ça, c'est la note de ma collègue Laurence Cialom, et puis ça, c'est la note publiée à l'Institut Veblen, pour que vous les retrouviez facilement. Et donc dans la note Veblen, mais je ne développe pas trop parce que je voudrais qu'on puisse, je ne sais pas combien de temps il me reste, je n'ai pas regardé du tout l'heure, mais je voudrais venir sur les contre-arguments. J'ai un peu de temps encore? On a bien avancé sur le temps, mais on 5 minutes? peut parler des Donc je vous laisserai regarder l'infographie, hein. Je vous ai expliqué que la proposition, c'était transfert de monnaie centrale aux États, aux ménages, aux entreprises. D'accord? Donc on y reviendra après dans les questions si vous le souhaitez. Je voudrais essayer de commencer à déminer avec vous un certain nombre de contre-arguments, d'accord, et de craintes en fait qui sont suscitées par ce type de proposition. Alors, déjà, à qui ça coûterait? Parce que, en effet, si vous voulez, il y a nécessairement un coût, d'accord, derrière ces propositions. Il n'y a pas de repas gratuit, hein, en économie. Donc, à qui ça coûterait? Eh bien, ça coûterait à l'eurosystème. Ça coûterait à la Banque centrale européenne, aux banques centrales nationales, mais ça ne coûterait pas aux États de la zone euro. Alors, souvent, on entend « Ah, mais de toute façon, si ça coûte à la Banque centrale, ça coûte nécessairement aux États, parce que, en fait, les États, pour la plupart, dans la zone euro, sont actionnaires des banques centrales nationales qui sont elles-mêmes actionnaires de la Banque centrale européenne. » D'accord? Mais, si vous voulez, la part des États dans le bilan de la Banque centrale européenne, ce n'est qu'une toute petite part. D'accord? Et il n'y a pas de compte consolidé entre le compte de la Banque centrale et le compte des États. La dette publique notifiée par les États, elle inclut la dette publique d'ailleurs ou la dette des administrations publiques notifiées à la Commission européenne, elle n'inclut absolument pas la dette de l'eurosystème. Et la dette de la Banque centrale n'a absolument rien à voir avec la dette des États. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la dette de la Banque centrale? La dette de la Banque centrale, c'est ce qu'on trouve au passif du bilan de la Banque centrale. Et c'est quoi? Eh bien, en fait, ce sont les réserves des banques. C'est ce que la Banque centrale doit aux banques. Ce sont les liquidités que les banques ont sur leur compte à la Banque centrale, qu'elles peuvent utiliser. D'accord? Et c'est donc de la dette de la Banque centrale vis-à-vis des banques. Mais cette dette de la Banque centrale vis-à-vis des banques, qu'est-ce que c'est? C'est de la monnaie centrale. Qui crée la monnaie centrale? La Banque centrale. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la Banque centrale n'a de dette que vis-à-vis d'elle-même. Elle n'a de dette qu'en monnaie centrale qu'elle peut elle-même créer. D'accord? Et donc ça, si vous voulez, c'est un aspect important. Alors bien sûr, si la Banque centrale annulait des dettes ou si elle transférait, d'accord, de la monnaie centrale sans qu'il y ait de contrepartie à mettre en face à l'actif de son bilan, ça occasionnerait des pertes. D'accord? Ce qui veut dire que pour la Banque centrale, eh bien, on se retrouverait avec des fonds propres négatifs. D'accord? Vous connaissez la forme des bilans. Vous savez qu'au bilan de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle institution, eh bien, vous avez des fonds propres qui constituent le capital, si vous voulez. Eh bien, si la Banque centrale transférait de la monnaie centrale ou si elle annulait des dettes, eh bien, ces pertes se traduiraient par une diminution de ses fonds propres qui pourrait devenir potentiellement négatifs. Toute entreprise avec des fonds propres négatifs tombe en faillite. Et même une banque, si vous voulez, avec des fonds propres négatifs, c'est absolument pas possible. En revanche, une banque centrale, c'est possible. Pourquoi? Précisément parce que la Banque centrale n'a de dette que vis-à-vis d'elle-même. C'est la seule institution qui puisse fonctionner avec des fonds propres négatifs. D'accord? Et pourquoi ça? Parce qu'elle peut éteindre ses dettes avec la monnaie qu'elle crée elle-même. Et admettons qu'on juge quand même nécessaire de recapitaliser la Banque centrale en disant mais c'est quand même pas possible d'avoir… Alors, vous voyez, tout à l'heure, vous vous interrogiez sur l'augmentation très forte du bilan de la Banque centrale. En fait, la collectivité pourrait dire, oh là là, attention, c'est quand même potentiellement dangereux, ça va faire dysfonctionner les marchés financiers. Bon, bah là, à l'inverse, on pourrait se dire, on ne peut pas laisser la Banque centrale fonctionner avec des fonds propres négatifs, ça envoie un mauvais signal. Alors, même si on décidait de recapitaliser la Banque centrale, eh bien, on pourrait le faire avec de la monnaie centrale.
C'est-à-dire que la monnaie centrale pourrait créer la monnaie centrale, transférer à des banques centrales nationales ou les banques centrales nationales, donc émettraient, si vous voulez, dans le cadre de l'eurosystème, hein, de la monnaie centrale, permettant transférer aux États pour recapitaliser la Banque centrale européenne. D'accord ? Donc, ça coûterait à la Banque centrale, mais ce n'est pas un problème que ça coûte à la Banque centrale. Et mieux vaut que ça coûte à la Banque centrale plutôt qu'aux États. Est-ce qu'il y aurait des pertes de revenus de seigneuriage? Alors ça, c'est un argument qui est souvent mis en avant, qui en fait n'est pas un argument important, mais c'est un argument qui est souvent, si vous voulez, qui nous amène dans des dédales techniques qui permettent de perdre assez facilement l'interlocuteur. Donc c'est assez pratique comme argument. Alors c'est quoi les revenus de seigneuriage? Les revenus de seigneuriage, ce sont les bénéfices réalisés par la Banque centrale qu'elle reverse aux États. D'accord? Et peut-être que les revenus, si vous voulez, en cas d'annulation de dette, ou donc ces bénéfices en cas d'annulation de dette ou en cas de monétisation, peut-être qu'ils seraient diminués. Vous voyez, par exemple, la Banque centrale ne détiendra plus d'actifs, d'accord, hein, si on considère ça comme une alternative aux achats d'actifs. Quand une banque centrale achète des actifs, eh bien, elle a les revenus associés à ces actifs et elle les reverse aux États. Là, eh bien, elle n'achèterait plus d'actifs ou elle en achèterait moins, donc elle n'aurait pas les revenus associés à ses actifs. Mais souvenez-vous, les taux sont nuls, voire négatifs. Donc en fait, les revenus associés à ces actifs, bon, de toute façon, ils sont nuls. D'accord ? Et même si dans un temps très long, la Banque centrale se retrouvait avec beaucoup de réserves à rémunérer, d'accord ? Eh bien, d'un autre côté, si elle se retrouvait avec des banques centrales à rémunérer parce que les taux d'intérêt auraient retrouvé, si vous voulez, un chemin ascendant, eh bien, elles accorderaient des refinancements à un taux également plus élevé. D'accord ? Donc, au fond, on ne sait pas trop quelle incidence aura tout ça sur les revenus, sur les bénéfices de la Banque centrale. Et puis, entre nous, on s'en fout un peu, d'accord ? Parce qu'une banque centrale, ce n'est pas une institution à but lucratif. D'accord ? Donc, son objectif, ce n'est pas de faire des bénéfices reversés aux États. Ce n'est pas ça. C'est pas ça sa mission. Et en outre, si ça se trouve, ses revenus ne seraient pas tellement diminués. Et ce qui est très curieux, si vous voulez, c'est que ceux qui agitent ce type d'argument, eh bien, ne se préoccupent pas du tout de la situation actuelle, alors que la situation actuelle, qui est une situation dans laquelle la Banque centrale refinance les banques à taux négatif, c'est une situation dans laquelle les revenus de seigneuriage baissent de manière significative. Et pourtant, personne ne relève le problème. Est-ce que la Banque centrale perdrait en crédibilité à faire cela ? Ce serait quand même un comble que la Banque centrale perde sa crédibilité en se mettant pleinement au service de la collectivité. Parce qu'au fond, c'est ça qu'elle ferait, d'accord ? Si elle annulait les dettes ou si elle transférait directement de la monnaie centrale aux États, aux entreprises et aux ménages. Là, on aurait une monnaie centrale qui irait directement dans l'économie réelle, alors qu'aujourd'hui, elle ne fait que circuler en boucle dans le secteur bancaire et financier. Donc, ce serait quand même un comble, si vous voulez, que la crédibilité de la Banque centrale soit écornée à un moment où elle se mettrait pleinement au service de la société. À mon avis, et on ne le souligne pas assez, la Banque centrale européenne est bien plus exposée à un risque de perte de crédibilité en maintenant sa stratégie actuelle. Pourquoi ? Parce que je vous ai expliqué qu'en fait, la stratégie actuelle, certes, elle nous protège d'une crise de la dette, mais elle empêche totalement la Banque centrale de remplir les missions qui lui sont confiées. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques années quand on va se rendre compte qu'en fait, eh bien, on n'a pas le niveau d'inflation souhaité, on n'a pas la stabilité économique, on a de l'instabilité financière, eh bien, on finira quand même un jour par réaliser que la Banque centrale ne remplit plus aucune de ses missions. Ça l'exposera sérieusement à une perte de crédibilité. Est-ce que c'est inflationniste, ce que je vous ai proposé, ce que je vous ai présenté ? Alors, en ce qui concerne l'annulation de dette, ça ne peut pas être inflationniste, une annulation de dette. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on annule une dette, qu'est-ce qu'on fait ? On ne crée pas de la monnaie quand on annule une dette. On empêche une destruction de monnaie. D'accord ? Puisque la monnaie se crée par une banque, si vous voulez, en octroyant un crédit, en consentant un prêt. C'est le même mécanisme pour la création de monnaie centrale. Quand la Banque centrale prête à une banque ou achète un actif,
elle crée de la monnaie, d'accord? Et quand ce prêt est remboursé, ou quand l'obligation vient à échéance, eh bien, ça détruit de la monnaie. D'accord? Là, si on annule la dette, eh bien, ça empêche une destruction de monnaie. Ça maintient, si vous voulez, ça maintient de la monnaie en circulation. Ça maintient une monnaie déjà créée en circulation dans l'économie. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça limite la déflation, puisque lorsque on détruit une dette, on fait diminuer la quantité de monnaie, ça exerce une pression déflationniste. Donc, ça limiterait la déflation, mais ça ne peut pas créer d'inflation. D'accord? Donc, une annulation de dette, ce n'est pas inflationniste. En revanche, la monétisation, oui, ça potentiellement, c'est inflationniste. Est-ce que c'est mal aujourd'hui de créer de l'inflation? Ben non, au contraire, on a dit qu'on était dans une situation quasi déflationniste. Donc, il faut que l'inflation remonte. Donc, la monétisation, ce serait un bien meilleur moyen que le quantitative easing de faire remonter le niveau d'inflation à un niveau souhaitable. D'accord? Donc, si l'on veut sortir de la déflation, il faut de l'inflation. En revanche, il faut évidemment que cette inflation soit modérée. D'accord? Il ne faut pas qu'on tombe, si vous voulez, dans quelque chose qui ne soit plus du tout maîtrisable. À partir de quand alors, à quelles conditions ce serait modéré? Eh bien, ce serait modéré si on arrive par la monétisation, c'est-à-dire par la prise en charge par la Banque centrale des dépenses publiques, on arrive en fait à engager ces dépenses pour soutenir à la fois l'offre et la demande. Si on soutient de manière équilibrée l'offre, c'est-à-dire, si vous voulez, les entreprises, et la demande, donc pour aller vite, les ménages, d'accord? S'il y a un soutien équilibré des deux côtés du marché, alors l'inflation sera modérée. En fait, il n'y aura une inflation incontrôlée, si vous voulez, que si, admettons, eh bien, on soutient beaucoup plus la demande que l'offre si on introduit, si on crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais si la monnaie créée par la Banque centrale et transférée directement aux États est utilisée pour réaliser des investissements, d'accord, dont on a besoin pour soutenir la demande des ménages, donc pour soutenir à la fois les entreprises et les ménages, eh bien, il y a peu de risques que l'inflation soit trop forte. Et je termine là-dessus. Est-ce que ce serait illégal? Alors, pas forcément pour l'annulation de dette, parce que ce n'est pas interdit stricto sensu, l'annulation de la dette. Alors peut-être tout simplement parce que ça n'avait pas été envisagé, ça n'avait pas été prévu. Alors, des juristes européens pourraient très bien dire que ça va contre l'esprit du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils n'auraient pas complètement tort, d'accord? Mais stricto sensu, ce n'est pas interdit. La monétisation, en revanche, très clairement, oui, c'est interdit. C'est interdit par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire? Nous sommes face à une crise sanitaire qui est inédite, qui préfigure sans doute les crises à venir, qui seront des crises climatiques. Eh bien, ma conclusion, d'accord, celle que j'essaie de marteler, c'est qu'on ne fera pas face à cela en restant figé dans les cadres du passé. Donc oui, c'est illégal la monétisation, et oui, donc il faut changer le cadre légal de l'action des banques centrales si l'on veut, changer, si vous voulez, si l'on veut changer la donne, si l'on veut pouvoir financer cette crise sanitaire sans s'exposer à un risque d'insoutenabilité de la dette. Bon, là, vous avez le fameux article 123, vous le regarderez, je vous passerai le diaporama, et je conclus. Donc, ma conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, c'est sortons du cadre. D'accord? Sortons du cadre, optons pour des solutions alternatives, pour des solutions inédites qui permettront de répondre à une crise inédite. Et l'opposition à ces propositions alternatives, eh bien, quelle est-elle? En fait, c'est l'expression le plus souvent d'un conservatisme. Et l'expression d'un conservatisme qui se caractérise d'ailleurs, vous l'aurez sans doute repéré dans les médias, qui se caractérise par une rhétorique complètement réactionnaire. D'accord? Une rhétorique réactionnaire qui mobilise en fait des arguments d'inanité, du genre ça ne servira à rien, et une rhétorique d'ailleurs qui est presque insultante. D'accord? On a beaucoup parlé, si vous voulez, ces derniers temps, alors avec pas mal de confusion, cela étant, d'argent magique, d'économie vaudou. Voilà comment est-ce qu'on qualifie en fait les économistes qui
qui soutiennent ces propositions alternatives. On leur dit que ce sont des doux rêveurs, quand on les insulte pas plus directement, qui croient en l'argent magique et qui font de l'économie vaudou. Là, on est, si vous voulez, vraiment au niveau terminologique, au niveau sémantique, on est dans de la rhétorique réactionnaire. D'accord ? Et ça traduit quoi aussi ? Eh bien, ça traduit essentiellement, en fait, un attachement à la dette en tant que moyen politique de pression. Parce que les mêmes qui vous disent aujourd'hui que la dette n'est pas un problème, eh bien, ce sont ceux qui vous disent aussi aussitôt après, mais attention, ça se rembourse. Et demain, eh bien, il faudra savoir faire preuve de discipline budgétaire. D'accord ? Et donc, ceux qui aujourd'hui ne veulent pas voir le problème sont ceux qui, demain, eh bien, utiliseront la dette comme moyen de pression pour faire valoir l'austérité. Donc, il est, à mon sens, pour ces raisons, nécessaire de privilégier des solutions alternatives. On peut libérer de la dette aujourd'hui la gestion de la crise sanitaire. Et ce que l'on pourrait faire de cette manière aujourd'hui face à la crise sanitaire, eh bien, il faudra sans doute le faire aussi demain face à la crise climatique. Et je pense que pour financer les investissements dont on aura besoin pour accélérer la transition écologique, pour prévenir la crise climatique, on va sans doute avoir besoin de ces solutions de monétisation. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Bon, je n'ai pas du tout regardé ma montre, je suis désolée, j'ai sans doute débordé, je ne sais pas du tout où on en est. Ouais, vous avez un peu débordé, mais c'est pas grave, c'était très intéressant et puis c'était très riche en enseignements. Et ça a suscité plusieurs questions. Alors, ce que je vous propose, c'est que les personnes qui souhaitent poser une question pourront même le faire à l'oral. Vous levez la main et Yon pourra vous donner la parole directement. Ce sera plus convivial. Et en attendant que vous leviez la main, ça se trouve dans l'onglet participants. Je vous lance déjà sur une question, ce qui concerne la dévalorisation que ce type de politique risquerait d'entraîner. Puisque si on monétise et qu'on commence à inciter les États du coup à plus dépenser, on pourrait avoir un surplus de monnaie qui entraînerait une dévaluation de l'euro. Alors, il ne s'agit pas, si vous voulez, précisément d'installer une indiscipline budgétaire. Il ne s'agit pas de ça, d'accord ? Il s'agit d'identifier les dépenses dont on a besoin pour gérer cette crise sanitaire et de faire en sorte que ces dépenses soient prises en charge par la Banque centrale sans remboursement pour ne pas peser sur la dette publique. L'important, au fond, pour établir ce cadre, quand même, ce cadre permettant de ne pas basculer dans l'indiscipline budgétaire, il ne faut pas que ce soit, évidemment, il ne faut pas que ce soit la boîte de Pandore, il ne faut pas que ce soit une sorte de blanc-seing, d'accord, pour les États qui pourraient se dire, bon, ben, ok, c'est open bar, d'accord, il ne s'agit pas du tout de faire ça. Et pour ça, il faut sans doute créer un cadre institutionnel particulier. Il faudrait sans doute, en effet, que ce soit évidemment pas seulement les États qui décident de la part des dépenses à monétiser, mais qu'il y ait, si vous voulez, une sorte d'institution nouvelle réunissant États, Banque centrale, éventuellement d'ailleurs, pourquoi pas, des représentants de la société civile. D'accord ? Et que bien sûr la Commission européenne aussi, et que la décision soit prise ainsi de manière suffisamment collégiale et de manière démocratique. Il faut que ce soit soumis aussi aux parlements nationaux et européens. Alors certes, si vous voulez, ça peut peut-être nous amener vers des débats qui ralentiront la prise de décision. Mais il ne s'agit absolument pas de créer une situation open bar pour les États. Ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que des dépenses collectivement indispensables soient prises en charge par la Banque centrale et ne pèsent pas sur la dette des États pour ne pas nous exposer à une crise, à un risque de crise de la dette. Bonjour. Bonjour.
Merci pour cette conférence d'abord. Et ensuite, j'avais deux questions. Ouais. Donc, la première, c'était par rapport au fait que le Japon y ait une part beaucoup plus importante de sa Ouais. dette par rapport aux autres pays. Et je me Mhm. demandais pourquoi c'était le cas. Et ma Ouais. deuxième question, c'était, vous avez dit que le problème était aussi inhérent à l'Union européenne et au fait qu'on ne soit pas dans une union budgétaire. Ouais. Je me demandais en quoi une union budgétaire ferait que la situation soit différente. Bah, en fait, voyez-vous, si on avait une union budgétaire, on pourrait faire à peu près comme le Japon. Parce que pourquoi est-ce qu'au Japon, la dette a augmenté beaucoup plus qu'ailleurs, bah, sans que ça semble poser un problème indépassable, précisément parce que le Japon, c'est un pays et que la dette publique japonaise est détenue surtout par des Japonais. D'accord. Et par conséquent, c'est pas un gros problème. C'est pas un gros problème pour le Japon. En revanche, dans l'Union européenne, eh bien, c'est pas une dette, c'est pas une dette publique qui est émise, d'accord. C'est une dette par État de la zone euro, d'accord. Et bah, ça pose un problème parce que ça veut dire, si vous voulez, que ces dettes sont émises à des taux différents. Il peut y avoir des écarts de taux entre les pays assez conséquents. Et vous voyez, au moment où la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle augmentait, alors c'était en 12 mars 2020, quand la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait participer à la gestion de cette crise sanitaire en augmentant ses achats d'actifs. Elle a annoncé dans un premier temps qu'elle les augmenterait de 120 milliards d'euros. Et là, eh bien, grande déception des marchés, parce que les marchés s'attendaient à beaucoup plus. Quel a été le résultat de cela? Un écartement du spread, c'est-à-dire de l'écart de taux d'intérêt entre l'emprunt souverain italien et l'emprunt souverain allemand. Et c'est ça potentiellement qui peut se passer dans une situation de crise de la dette, comme celle qu'on a connue dans la zone euro entre 2010 et 2012. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, les investisseurs peuvent douter de la capacité d'un pays à rembourser sa dette. Ou ils vont considérer, si vous voulez, que l'État, par exemple l'État italien ou l'État portugais ou l'État grec, eh bien, est dans une situation qui présente un risque et ils vont exiger un taux d'intérêt plus élevé qui va rendre le financement de l'État en question beaucoup plus problématique, la charge de la dette va augmenter, etc. Et donc, on a ce risque potentiel. On a ce risque potentiel en zone euro. On l'aurait moins, voire on ne l'aurait pas, si il y avait une dette, s'il y avait un eurobond. Autrement dit, s'il y avait une dette complètement mutualisée en zone euro, dans le cadre d'une union budgétaire. En fait, si vous voulez, l'annulation de dette, la proposition d'annulation de dette, voire la monétisation, mais la monétisation, je pense qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui peut se discuter aussi dans le cadre de la prévention de la crise sanitaire. Mais ce serait quand même des solutions alternatives dont on aurait beaucoup moins besoin si on était en union budgétaire. Et voyez, au fond, le problème qu'on soulève là, c'est un problème qui se pose moins pour les États-Unis, parce que la dette américaine, eh bien, elle sera toujours demandée par les investisseurs internationaux, d'accord? Et c'est un problème qui se pose moins aussi effectivement dans le cadre du Japon. En revanche, c'est un problème qui se pose dans le cadre de la zone euro parce que nous n'avons pas une dette européenne, mais beaucoup de dettes européennes, autant de dettes que de pays dans la zone euro. D'accord, merci. Je vais relayer la question de Cyprien qui n'a pas de micro. Donc il y a deux questions en fait. Il demandait d'abord le rôle des banques avec cette politique monétaire, puisque quelque part on les court-circuite un peu en passant pas par là. Et d'autre part sur l'inefficacité de la politique monétaire actuelle et de ces 10 dernières années, est-ce que ça peut être dû
notamment à la différence de cycle financier entre les différents pays et si une recomposition de la zone euro avec moins de pays aiderait à lutter contre ça. Alors, effectivement, si vous voulez, les propositions de monnaie hélicoptère, de transfert direct de monnaie centrale, sont des propositions qui consistent à dire, quand aujourd'hui la Banque centrale émet de la monnaie centrale, l'augmentation de la base monétaire ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle de la masse monétaire. Et donc concrètement, ça veut dire que quand la Banque centrale s'agite en émettant de la monnaie centrale, eh bien, ça ne se traduit pas par une dépense proportionnelle, par une capacité de dépense proportionnelle dans l'économie réelle. Et pourquoi ça? Eh bien parce que les banques à qui la Banque centrale transfère de la monnaie centrale, prête de la monnaie centrale, finalement ne transmettent pas, comme elles le devraient, cette politique monétaire. Donc ça signifie qu'il y a un problème de transmission de la politique monétaire au sein du secteur bancaire, et financier. Pourquoi est-ce que les banques transmettent mal la politique monétaire? Parce que les banques ont largement, et notamment en Europe, les banques ont largement fait évoluer leur modèle d'activité. D'accord? Et ce modèle d'activité, ce n'est plus un modèle dans lequel le crédit aux entreprises est le cœur d'activité. Or, si vous ouvrez un manuel d'économie bancaire, eh bien, dans un manuel d'économie bancaire, on va vous présenter la banque comme un intermédiaire financier qui collecte les dépôts, l'épargne des ménages et qui prête aux entreprises. Mais une banque aujourd'hui, ce n'est pas ça. D'accord? Une banque aujourd'hui, c'est plus ça. La part du crédit aux entreprises dans le bilan des banques, c'est 15%. La part du crédit aux PME dans le bilan d'une grande banque universelle, un type les grandes banques françaises, Société Générale, BNP Paribas, c'est 5%. D'accord? Donc, si vous voulez, les banques ne sont plus directement orientées vers le financement des entreprises. Et c'est ça qui pose, c'est ça qui est au cœur en fait du problème de transmission de la politique monétaire. Alors soit on dit, bien il faut réparer ce canal de transmission, et donc ça implique, si vous voulez, de réorienter complètement le modèle d'activité des banques vers le financement des entreprises, pour que les banques deviennent à nouveau de bons transmetteurs de la politique monétaire. Ça va prendre quand même un certain temps. D'accord? Soit on dit, eh bien, essayons de trouver des solutions pour que la Banque centrale, pour que la monnaie de la Banque centrale arrive à directement créer une dépense additionnelle dans l'économie. Comment faire? Eh bien, en la distribuant directement à l'économie réelle. Donc, en la distribuant directement aux États, avec la monétisation de leurs dépenses, et en la transférant directement aux ménages et aux entreprises. C'est effectivement une solution qui permet de transférer directement la monnaie centrale dans l'économie réelle et donc de s'affranchir des problèmes de transmission actuels de la politique monétaire. Alors, votre camarade poursuivait sur les différences de cycles financiers en zone euro. Alors, effectivement, il n'y a pas un cycle financier en zone euro, il y en a plusieurs. Alors, peut-être pas autant de cycles financiers que de pays dans la zone euro, mais il y a en tout cas, si vous voulez, des cycles financiers qui sont très différents selon que vous regardez l'Allemagne, que vous regardez par exemple l'évolution des prix de l'immobilier en Allemagne ou que vous regardez l'évolution des prix de l'immobilier en Espagne. D'accord? Donc vous avez des cycles financiers différents. Alors ça, est-ce que ça explique les difficultés de transmission de la politique monétaire? Je ne sais pas. En tout cas, ça signifie que si on entendait, si vous voulez, confier à la Banque centrale une mission de prévention des crises financières par une action de régulation du cycle financier, si on faisait ça au niveau d'un cycle financier imaginaire, eh bien, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça veut dire que si la Banque centrale veut veut bien réaliser sa mission de stabilité financière et veut atteindre son objectif de stabilité financière et veut arriver donc à tempérer les cycles financiers de la zone euro, eh bien, elle ne peut que le faire
à partir d'une politique qu'on appelle une politique macro-prudentielle, mais déclinée en fait par pays, calibrée par pays. C'est-à-dire qu'il faudrait, si vous voulez, que pour chaque pays de la zone euro, on active des instruments permettant de limiter l'emballement du crédit dans les phases ascendantes et de soutenir au contraire de soutenir le crédit dans les phases descendantes, mais en le faisant vraiment en calibrant ça par pays. Donc c'est ça que ça implique en fait, ces différences de cycle financier. D'accord. Je relis aussi une question de Kevin qui parlait du stimulus check américain, qui demandait si c'était assimilable à un drone monétaire tel que vous proposez, et si oui, est-ce que des bons de consommation ne sont-ils pas préférables à de l'argent liquide épargné ou utilisé pour rembourser des dettes privées? Alors, le chèque Trump, d'accord, c'est prélevé sur quoi? C'est prélevé sur le budget du Trésor américain. Donc, ce n'est pas de l'hélicoptère monnaie, c'est de l'hélicoptère budgétaire, si vous voulez. D'accord? Ça vient du budget américain. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la politique budgétaire, ça ne s'inscrit pas dans le cadre de la politique monétaire. D'accord? Donc, bien sûr, après, on peut, si vous voulez, examiner un peu l'effet de ce stimulus budgétaire, mais ce n'est pas directement comparable en fait à l'hélicoptère monnaie, puisque ça ne vient pas, ce n'est pas pris en charge par la Banque centrale. Alors bien sûr, la Banque centrale américaine, en achetant des titres du Trésor américain, peut faciliter, d'accord, le financement de ce chèque, mais elle ne le prend pas directement en charge et ça se fait en fait en augmentant la dette. Donc c'est pas tout à fait comparable. Enfin, c'est même pas du tout comparable. D'accord. Souvent on fait l'assimilation, mais en fait c'est pas comparable. Est-ce que quand on fait de l'hélicoptère monnaie, plutôt que de transférer de la monnaie centrale, et donc, si vous voulez, plutôt que d'ouvrir un compte en monnaie centrale aux ménages, aux entreprises et une ligne de monnaie centrale alors, oublions pour le moment oublions le trésor. Et donc, si on fait de la monnaie hélicoptère pour les ménages et pour les entreprises, est-ce que pour les ménages, il ne vaudrait pas mieux distribuer des bons de consommation avec une date, d'accord, une date limite d'utilisation pour être sûr que ce soit immédiatement dépensé. Bon, effectivement, ça peut être une solution, alternative, mais vous verrez dans la note du mois d'avril, et notamment, enfin plutôt dans la note du mois de janvier d'ailleurs, dans la note sur le drone monétaire, je discute un peu cet aspect relatif à la question de savoir s'il faut vraiment forcer la dépense des ménages. Est-ce qu'il faut orienter la dépense des ménages, et est-ce qu'il faut leur dire comment dépenser cet argent que la Banque centrale leur transférerait. Et en fait, la réflexion que je mène et la réponse à laquelle je parviens, c'est que il me semble que ce serait assez contre-productif en fait de dire aux ménages comment dépenser cet argent et à quel moment. Je crois qu'on peut, si vous voulez, compter sur le fait que si on effectue ce type de transfert, alors bien sûr, il y a des ménages qui n'en auraient pas besoin, d'accord, mais justement, enfin, ça toucherait surtout ceux qui en ont le plus besoin, et ceux qui en ont le plus besoin dépenseraient une part significative de ces transferts. Et si ne serait-ce que la moitié de ces transferts étaient dépensés, et en tablant sur un effet multiplicateur en fait de ces transferts, parce que là vous ne faites pas que combler des pertes, là vous introduisez une capacité de dépense qui va engendrer des revenus, qui vont engendrer d'autres revenus. Donc un effet multiplicateur associé à ces transferts de monnaie centrale. Et donc si vous vous situez dans le milieu de la fourchette des études empiriques sur les transferts budgétaires, parce que sur les transferts monétaires finalement on n'a pas d'ordre de grandeur, mais si on utilise l'ordre de grandeur des transferts budgétaires, on a des effets multiplicateurs en moyenne de 2.
d'accord, et en supposant donc que la moitié, et la moitié c'est pas beaucoup, la moitié de ces transferts serait dépensée, eh bien ça veut dire, si vous voulez, que donc, la moitié dépensée, effet multiplicateur de 2, ça veut dire que si vous introduisez, si vous créez 100 de monnaie centrale, que vous transférez 100 de monnaie centrale, eh bien, ça se traduit par 100 de dépenses supplémentaires dans l'économie. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est « Ah bah oui, mais par exemple, ça va favoriser de mauvaises consommations. » Ou alors, bah, c'est complètement anti-écologique. Alors, on pourrait me dire, bah, vous êtes bien gentil, vous bossez pour l'Institut Veblen, qui se veut un think tank au service de la transition écologique, et puis vous proposez de la monnaie hélicoptère sans fléchage écologique. Bien, en fait, pourquoi est-ce que ce serait intéressant quand même? Parce que ça permettrait, d'accord, d'augmenter directement la dépense des ménages, de faire en sorte que la politique monétaire profite à tous les ménages et pas seulement à ceux qui ont un patrimoine, financier. Ça éviterait tous les problèmes de transmission de la politique monétaire, et j'ajoute que, évidemment, si vous voulez, ça ne se substituerait pas à une politique sociale, à une politique environnementale. Ce n'est pas non plus une baguette magique, hein, l'hélicoptère monnaie. L'hélicoptère monnaie, c'est juste pour s'affranchir d'un problème de transmission et rétablir l'efficacité de la politique monétaire. D'accord? Et en fait, si vous voulez, le problème de la politique monétaire actuelle, c'est que c'est une politique qui a des effets distributifs qui sont tout à fait contraires à ceux que l'on recherche. C'est une politique monétaire qui, en reposant massivement sur les achats d'actifs, augmente les inégalités et donc accroît les problèmes d'injustice sociale. Or, la transition écologique, on ne la fera pas sans plus de justice sociale. C'est ce qu'a démontré la crise des Gilets jaunes, au fond. D'accord ? Quand vous voulez mobiliser des instruments écologiques sur fond d'injustice sociale, ça ne peut pas marcher. D'accord ? Donc, il faut à minima mener des politiques économiques qui n'accroissent pas les inégalités, qui n'engendrent pas des effets distributifs à l'inverse, si vous voulez, de ceux que l'on souhaite. Et donc, l'intérêt de l'hélicoptère monnaie, eh bien, c'est précisément de faire en sorte que la politique monétaire profite à tous et pas simplement à quelques-uns. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Je pense que Marie a la parole maintenant. Elle avait une question. Et on prendra une dernière question après, et après on clora la conférence, puisqu'il est déjà tard. J'ai pas vu le temps passer, alors j'espère que c'est pareil pour vous, mais non, je suis pas sûre. Non, mais c'était super intéressant, donc c'est normal. Mais il est déjà 20h30, donc on va bientôt. Alors la question de Marie. Oui, déjà merci beaucoup pour cette conférence. De fait, c'était vraiment très intéressant. Vous avez dit que les réponses actuelles sur la politique monétaire, elles sont finalement très classiques avec du rachat de titres par la BCE. Je me demandais qu'est-ce que vous pensiez de l'accord qui a été fait cet été, qui, alors peut-être que je caricature un peu en disant ça, mais qui consistait à dire que l'Union européenne allait pouvoir s'endetter en commun. Est-ce que vous trouvez que c'était un accord novateur ou pas vraiment? Oui, alors quand je dis classique, j'ai pas dit classique en fait, j'ai dit pas innovant. D'accord ? J'ai dit pas innovant au sens où on mobilise les mêmes instruments que ceux qui ont été mobilisés pour gérer la crise financière de 2007-2008. D'accord ? Hein, donc, c'est là où me semble le problème, si vous voulez. On ne peut pas répondre à cette crise inédite par simplement en mobilisant des instruments qui ont été utilisés pour gérer une crise qui n'a rien à voir avec la crise actuelle. Donc, c'est en ce sens que je soulignais le manque d'innovation. Après, vous m'interrogez donc sur la solution de financement d'une partie du plan européen, d'accord, du plan EU Next Generation, hein, que j'ai mentionné ici là quand je vous ai montré les différents plans de relance. Donc dans ce plan-là, d'accord, dans le plan de relance européen de 750 milliards, eh bien, effectivement, la majeure partie de cela va être financée par un emprunt de la Commission européenne au nom
de l'Union européenne. Et ça, oui, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, c'est quelque chose d'innovant. Pourquoi c'est quelque chose d'innovant? Parce que précisément, ça pose un premier jalon de mutualisation du financement. Donc, c'est une petite pierre, d'accord, sur un petit caillou, un premier petit caillou, une première petite brique que l'on pose pour essayer d'avancer vers l'union budgétaire. On est encore très, très loin de l'union budgétaire parce qu'on ne sait pas du tout, si vous voulez, si ce type de solution de financement sera pérennisé. Mais en tout cas, oui, c'est une solution de financement tout à fait intéressante parce que c'est une solution qui permet de mutualiser le financement, donc de mutualiser le risque d'insoutenabilité de la dette. D'accord ? Et ça nous ramène à ce qu'on disait à propos de l'union budgétaire. Si on avait l'union budgétaire, eh bien, je serais moins là à vous dire il faut annuler une partie de la dette que détient la Banque centrale européenne ou il faut trouver une solution alternative pour le financement des dépenses de gestion de la crise sanitaire. Parce que ça poserait effectivement moins de problèmes si on était en union budgétaire. Et donc, cette solution de financement-là, trouvée par la Commission européenne, c'est pas l'union budgétaire, mais c'est peut-être, si vous voulez, quand même un signe encourageant vers l'union budgétaire. Merci. Et on prend la question de Martin, je crois. Yann, tu peux lui donner la parole. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir, merci pour la conférence. Et j'avais une question qui était plus du point de vue politique. C'est-à-dire que d'abord, est-ce que ce ne serait pas justement une force pour l'Europe que le fait d'annuler ou d'annuler des dettes ou de créer de la monnaie dépend de plusieurs États afin qu'il y ait un consensus et qu'il n'y ait pas plutôt uniquement un gouvernement qui décide de créer sa propre monnaie? Et par contre, par rapport à un autre pays où un gouvernement maîtrise seul sa création monétaire, donc il pourrait avoir l'effet open bar que nous, on n'aurait pas. Voilà, donc comment la politique européenne peut-elle influer là-dessus et comment ça peut cohabiter avec la politique européenne actuelle? Alors, ce ne sont pas les États qui créent la monnaie, on est d'accord avec ça. Ce sont les banques qui créent la monnaie et la Banque centrale qui crée de la monnaie centrale. Moi, ce que j'ai essayé de vous mettre, de vous expliquer ce soir, enfin de mettre en évidence ce soir, de défendre comme point de vue, c'est que les États de la zone euro sont dans une situation où ils ont énormément de dépenses à financer. Ce financement se fait par la dette, cette dette n'est pas mutualisée et par conséquent, ça nous expose à un risque d'insoutenabilité de cette dette, à un risque de crise de la dette. Pour éviter cette crise de la dette, il faut que la Banque centrale rassure en permanence les investisseurs. Donc, il faut qu'elle procède à des achats d'actifs. Il va falloir qu'elle le fasse très longtemps, mais si elle fait ça, elle ne remplira pas ses missions. D'où les solutions alternatives que je vous ai proposées pour à la fois écarter le risque d'insoutenabilité de la dette et permettre la gestion des dépenses. Je ne suis pas sûre que ça réponde complètement à votre question, puisque là, j'ai surtout récapitulé le point de vue que j'ai défendu, mais je ne suis pas sûre non plus d'avoir totalement bien compris votre question. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si on annulait les dettes une fois, il y avait ce risque d'effet open bar, mais justement, et puisque la décision d'annulation de dette au niveau européen dépendrait du consensus de tous les États, ça pourrait justement limiter cet effet open bar, puisqu'il faudrait qu'on aboutisse à un consensus européen, et donc ce serait très difficile déjà une fois, alors que dans un autre État, si le gouvernement décide seul de la création monétaire, c'est-à-dire que s'il a la Banque centrale sous ses ordres, c'est beaucoup plus facile d'avoir cette... Oui, vous avez tout à fait raison, et c'est un point que je pensais avoir souligné au fond tout à l'heure. Je vous disais, en fait, il faut bien sûr que ce ne soit pas aux États de décider eux-mêmes de la part des dépenses à monétiser, c'est-à-dire à faire prendre en charge par la Banque centrale européenne. Ce n'est pas non plus à la Banque centrale européenne de décider de cela. D'accord ? Et donc, il faut une structure institutionnelle qui permette, en fait,
de décider de manière collégiale de ça. C'est-à-dire il faut une structure qui permette aux États, à l'ensemble des États de se mettre autour de la table, en incluant la Banque centrale, l'Eurosystème, la Commission européenne et éventuellement, si vous voulez, d'autres parties prenantes. D'accord ? Donc, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ce n'est pas aux États de décider eux-mêmes de la part à monétiser. Et ce n'est pas non plus à la Banque centrale de décider quelle part elle peut monétiser. Il faut que cette décision soit prise d'une manière collégiale et démocratique. Donc ça, oui, vous avez tout à fait raison, c'est essentiel. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup pour cette conférence. C'était vraiment passionnant et ça a apporté plein d'informations sur un sujet qui est compliqué, mais qui est pourtant très important. Donc, merci beaucoup d'être venu et d'avoir accordé de votre temps pour ça. Merci à vous. Et merci également à tous nos spectateurs et toutes les personnes qui sont venues assister à cette conférence. Voilà, c'était une première, c'était aussi un test pour nous de le faire en ligne, etc. Mais vous avez répondu présent, vous avez posé plein de questions qui ont enrichi la conférence. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Et merci à tous. Merci pour vos questions. Ça a passé bien vite. Voilà, donc c'était très sympa. Je vous ferai passer le diaporama, d'accord, si ça vous intéresse. Hein, il y a on pourra le faire passer. Voilà, comme ça vous pourrez retrouver en fait quelques-unes des publications vous permettant d'approfondir le sujet. Voilà, merci à tous.